Bonjour à tous et bienvenue dans l'Histoire à la source. Le Moyen-Âge est une période baignée dans le romantisme où le preux chevalier déclarait sa flamme à travers des joutes endiablées, sanglantes, violentes et remplies de testostérone, et où les femmes acclamaient leurs champions avec des yeux de biche. Bon allez, arrêtons de véhiculer tous les clichés sur la période concernant la séduction et l'amour. Aujourd'hui, pour draguer, vous savez, il y a de nombreuses applications qui permettent d'obtenir un coït plus ou moins rapidement. Snap, Insta, Tinder, Happn, Fruits. Bon, je vais pas toutes les faire, mais globalement vous avez compris. Mais la vraie question est, comment faisait-on au Moyen-Âge pour séduire, draguer et copuler ? L'amour reste pendant assez longtemps totalement étranger au couple. Le discours sur l'amour conjugal n'est qu'une création historique qui émerge à partir du XIVe et surtout au XVe siècle, alors que les troubadours expliquent pendant plusieurs siècles que le bon amour est celui qui est avant tout adultère. Le poète Guillaume d'Aquitaine, dans un de ses poèmes, va écrire « Jamais nul ne sera bien fidèle à l'amour s'il ne se soumet à lui ». On peut comprendre à travers ces mots qu'il joue ainsi sur cette idée que l'adultère est perçu comme un fondement de l'amour en tant que principe général. Les modèles de beauté ont eux aussi largement évolué. La belle fille médiévale est avant tout blonde, blanche de peau, avec des petits seins et des femmes qui sont assez généreuses. Quant à l'homme, il aura soin de rester quelque peu négligé pour souligner sa virilité. Concernant l'action de faire l'amour, la répartition des rôles reste très genrée. Hommes et femmes ne sont pas du tout égaux face à la sexualité. L'impératif de virginité et de fidélité repose avant tout sur la femme plutôt que sur l'homme. La femme adultère est quant à elle sévèrement punie, tandis que la société met en place des cadres au sein desquels les écarts comportementaux masculins sont tolérés, même si l'Église va continuer à les condamner. Ainsi, les bordels sont par exemple gérés par l'institution communale. De même, l'épouse est tenue d'accueillir et d'élever les enfants bâtards de son mari. Donc oui, vous avez bien entendu, elle doit élever les enfants d'une autre femme malgré que son mari est fauté. Et finalement, quelle est la position de l'Église concernant l'amour ? Eh bien, malgré que l'Église renforce très fortement son autorité durant cette période, elle va vouloir totalement encadrer cette notion d'amour et surtout la sexualité en définissant des positions licites, des jours autorisés et des pratiques interdites. L'amour, quant à lui, doit se faire par l'intermédiaire du mariage et dont le mari ne peut pas répudier sa femme, sauf dans certaines conditions comme par exemple l'adultère. Alors attention, on n'est pas du tout dans des combats féministes de la part de l'Église, elle est avant tout là pour justement protéger les valeurs qu'elle souhaite véhiculer du point de vue de l'amour. Bien qu'à toutes les époques on ait trouvé des Don Juan, des volages, des fidèles ou des timides, il n'empêche qu'on a toujours séduit et l'ère du temps y appose sa marque et ses particularités. C'est au XIIe siècle que la définition du terme séduire se précise et désigne l'acte d'entraîner une personne à commettre des fautes, prenant petit à petit une connotation de plus en plus péjorative en lien avec les moyens utilisés pour plaire. Qui plus est, les discours médiévaux lient fortement les femmes avec la pratique de la séduction, et il n'a qu'à regarder la vision de cette tentatrice d'Ève que véhicule la religion chrétienne. Généralement, lorsqu'un homme souhaite prendre une femme pour épouse, celui-ci doit aller voir la famille, et notamment le père de celle-ci, pour demander sa main. Puis, une dot, à savoir les biens donnés par un tiers à l'un ou à l'autre des époux, est échangée entre les prétendants. Cependant, c'est bien souvent les femmes qui fournissaient une dot, étant donné qu'elles étaient essentiellement vues comme un moyen de tisser des alliances par le sang. Une fois l'accord conclu entre le mari et le père ou le chef de famille, les futurs époux se fiancent puis se marient. Vous remarquerez que je n'évoque absolument pas le consentement de la future épouse, étant donné qu'on ne lui posait quasiment jamais la question, dans bien sûr la majorité des cas. Une fois qu'on a dit cela, quelle place reste-t-il pour la séduction et l'amour ? Eh bien, beaucoup de choses à vrai dire, car certes, le mariage arrangé est très fortement répandu, mais il n'est pas exclusif. Et de plus, la séduction et l'amour peuvent entrer dans un processus du mariage, dont je rappelle qu'il est essentiel dans la société au Moyen-Âge, tant aux yeux de l'Église que pour la société de manière générale. Et il ne faut pas oublier que dans certains mariages, l'amour est bien entendu quelque chose qui va pouvoir apparaître au fur et à mesure des années. Pour trouver une épouse et fonder une famille, une autre technique en vigueur depuis l'Antiquité consistait à kidnapper celle que l'on convoitait pour se marier avec. Une coutume que l'on retrouve par exemple avec l'enlèvement des Sabines dans la mythologie romaine. Au Moyen-Âge, les femmes étaient dépendantes et même tributaires de leur mari ou de leur père. Elles n'avaient guère leur mot à dire du fait qu'elles soient souvent mariées par leurs parents. Or, si une femme épouse un homme parce qu'elle l'aime et que celui-ci n'est pas admis par le père, c'est ce qu'on appelle alors un rapt. La distinction est faite entre le mariage par enlèvement, fait d'une manière clandestine mais consenti par la femme, et le mariage par rapt, accompli sans le consentement de la femme. On parle ici complètement du viol par la même occasion. Georges Dumézil fait le rapprochement entre le rapt et les valeurs guerrières où la femme est vue un petit peu comme un butin que l'on va prendre à son adversaire par la capture.
Dans la réalité, le mariage est bien souvent sans sentiment, marqué par les mariages arrangés. Sylvie Joy, dans son ouvrage Le rapt de l'Antiquité tardive au Haut Moyen-Âge, crime privé, crime public, sacrilège, explique combien c'est le droit des pères et des intérêts des mariages qui sont au cœur des législations sur le rapt, sur cette définition juridique du rapt qui apparaît au IVe siècle. Dans son ouvrage, elle explique entre autres que le rapt, loin d'être une survivance des traditions anciennes, est avant tout un moyen de détourner les règles du mariage en obtenant une épouse convoitée tout en se passant du consentement de ses parents. C'est avec les mutations politiques, sociales et idéologiques à partir de la période carolingienne que la conception du rapt va être perçue comme le contraire diabolique du mariage dans une société où celui-ci est vu comme fondamental dans la société. Dans l'imaginaire collectif, le Moyen-Âge est fortement lié à ce qu'on appelle l'amour courtois ou le finamore comme il était appelé au Moyen-Âge. Invention de la chevalerie médiévale sous la plume d'auteur apparue à partir du XIIe siècle, il transforme quelque peu le regard porté sur la femme invitée à exiger quelques prouesses de son preux chevalier. Si on se penche sur certains textes médiévaux tels que Lancelot et Guenièvre ou Tristan et Iseult, on se rend compte que dès le Moyen-Âge transparaissait l'idée de séduction dans les rapports entre les hommes et les femmes. La courtoisie vient alors adoucir les rudes habitudes de l'Antiquité où le viol, rapt ou séduction par l'argent d'une affranchie était une monnaie courante. Cependant, l'Église va fortement condamner le finamore car c'était avant tout de l'adultère. Toutefois, l'amour courtois ne se résume pas à ces scènes de tournois car c'est avant tout un mouvement littéraire qui décrit un jeu amoureux. L'amour courtois définit en effet un code très précis de comportement amoureux avec des règles et des principes. Comme signe de reconnaissance, la femme offre alors un baiser à celui qui s'est mis à genoux et lui avait montré sa loyauté, ce qui n'est pas sans rappeler l'hommage du vassal à son suzerain. L'amour courtois n'est donc pas platonique car son but ultime est avant tout la conquête physique de la dame aimée, qui s'avère être bien souvent la femme du seigneur. Par conséquent, ce type d'amour est avant tout à but sexuel et tant pis pour le mari en question. Mais alors, on peut légitimement se poser la question, est-ce que l'amour courtois a réellement existé? Eh bien, oui et non. C'est avant tout et surtout une construction littéraire où la dame, tout comme le jeune chevalier épris, sont des personnages parfaits au comportement très codifié et stylisé. Mais c'est justement dans ce style littéraire que vont s'inspirer les grandes cours européennes comme celle des Plantagenets et bien sûr celle du roi de France, où des jeunes chevaliers restent célibataires car leur famille n'a pas d'intérêt de les remarier au risque de morceler leur héritage. Ils ne se mariaient bien souvent que si leur seigneur leur donnait épouse avec des terres surtout. Bien entendu, ils pouvaient prétendre une épouse de rang inférieur, mais ce qu'on cherchait avant tout, c'était un mariage pour consolider son rang social ou l'accroître. C'est bien pour cela que, dans l'amour courtois, les dames courtisées étaient bien souvent mariées, souvent reines et bien sûr toujours très belles. Dans l'amour courtois, la différence de statut entre le chevalier et la femme reproduit ainsi les structures médiévales en faisant référence à la relation vassal-suzerain. Tout comme le vassal qui doit fidélité et service à son seigneur, la dame impose des épreuves reflétant le service et également la fidélité. L'ordre social est donc diffusé par l'intermédiaire des romans d'amour courtois dont la production et la lecture aux cours européennes sont encouragées. Cela faisait ainsi virtuellement de la femme du suzerain le prix d'une compétition entre les chevaliers. Mais cela reste bien sûr virtuel car bien que les dames se montrent dans les tournois où elles peuvent choisir un favori, c'est dans un cadre d'une mise en scène publique qui n'entraîne aucune faveur privée et donc pas de sexe adultère. Le cloisonnement social au Moyen-Âge, marqué par la mainmise du pouvoir par la haute noblesse et les mariages arrangés, a très largement nourri la production littéraire de l'amour courtois qui fantasme sur la transgression sociale. On peut donc légitimement penser que c'est la dame qui domine ses relations par son pouvoir de décision de céder ou non aux avances. Mais en réalité, les seigneurs, donc les époux des dames, sont ceux qui vont imposer les finalités de cet amour. Il ne faut pas oublier que ce sont avant tout des romans écrits du point de vue des hommes, ne donnant que peu de place au désir des femmes. L'amour courtois est donc avant tout un jeu où les jeunes hommes apprennent à se maîtriser, à surmonter les épreuves et à accepter les règles sociales, que Georges Duby appelle un jeu mondain qui servait de compensation dérisoire aux frustrations des chevaliers contraints au célibat par les disciplines lignagères. En dehors des romans, personne n'oserait évidemment toucher la femme de son seigneur. Même si l'amour courtois est plébiscité par une partie du Moyen-Âge, il est important de nuancer cette réalité où existent bien entendu des maris jaloux, des dames qui se refusent au jeu et même des prétendants trop encombrants qui sont écartés de celui-ci.
C'est donc avant tout un signe de distinction sociale représentant et réservé à la noblesse qu'est l'amour courtois qui va être codifié par des rites de séduction qui vont justement mettre en valeur la noblesse par l'intermédiaire de la courtoisie. Au final, cela va faire opposition aux vilains, paysans ou tout autre membre du tiers-état qui eux ne sont pas courtois justement. On en vient cette fois-ci à la question de savoir comment on faisait pour séduire finalement quand on n'était pas issu de la haute noblesse ou de la chevalerie. Globalement, qu'est-ce qu'on faisait quand on était un pécore au fin fond de la cambrousse? Eh bien c'est ce qu'on va voir par l'intermédiaire d'un des personnages emblématiques de la période du fin du Moyen-Âge et surtout de la Renaissance, Gilles de Gouberville. Personnage emblématique et surtout le plus documenté du XVIe siècle, Gouberville est avant tout une mine d'or d'informations sur les modes de vie paysans. Bien que je m'écarte de la période du Moyen-Âge, la méthode qu'il va utiliser pour séduire durant sa période est également une continuité de ce qui était pratiqué au Moyen-Âge. Gouberville était quant à lui issu de la petite noblesse, donc bien entendu il n'était pas paysan et il était donc un propriétaire terrien exploitant qui venait de Normandie. Et il tirait donc ses revenus de l'élevage et de l'agriculture. Dans les carnets intimes qui nous sont parvenus, Gouberville évoque sa méthode pour séduire une dame par une simple phrase « dites-le avec des viandes ». Il offre donc aux femmes successives qui occupent ses pensées un chevreau bien gras, une cuisse de vache, mais le plus souvent du gibier comme du lapin, lièvre ou du pâté de cerf. On sait d'autant plus que Gouberville a eu de nombreuses conquêtes et des bâtards avec certaines dont il ne pouvait épouser car elles étaient de rang inférieur et donc très sûrement des femmes issues du tiers-état. On peut ainsi évoquer une forme atténuée du droit à la séduction par l'intermédiaire du rang seigneurial qu'elle pouvait avoir Gouberville. Officieux et local, cette séduction extra-conjugale était admise par les familles des femmes aux dépens ou plutôt bénéfices desquels ce droit s'exerce. On sait par son intermédiaire le cas d'une de ses maîtresses, Hélène Voltier, sœur d'un laboureur d'une maison proche du manoir qui l'aurait séduit et à qui il aurait fait un enfant. Par conséquent, il versa une compensation au frère de celle-ci, qui était le chef de la famille, et dut faire pénitence de ses péchés auprès d'un prêtre de Cherbourg qui l'envoya donc en pèlerinage. Le cas de Gouberville n'est pas si isolé que ça dans les petites seigneuries, dans un monde marqué par les disettes et les famines. Offrir des denrées alimentaires, c'est avant tout tisser des liens sociaux et montrer sa richesse. Par conséquent, on montre à quel point on était un bon parti. On a pu donc voir qu'au Moyen-Âge, la séduction et l'amour étaient multiples, oscillant entre mariage arrangé, rapt et l'amour courtois. Et donc finalement, l'amour reste quelque peu optionnel, dans un monde où le mariage est avant tout pragmatique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à mettre un like afin de soutenir la chaîne. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire à la source.